Bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. On a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Anne-Carole Pillard qui va nous faire une conférence sur voilà qui est nommée Assurer le présent pour protéger l'avenir. Euh, donc au sujet du webinaire du jour, nous allons avoir des éléments sur la protection sociale et financière. Comprendre les enjeux de la préparation de sa retraite, voilà, sujet qui est assez important, surtout en ce moment. Voilà, je vais laisser Anne-Carole faire la présentation. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Je vais recenser en fait toutes les questions et on va se garder un temps de questions-réponses pendant les 15-20 dernières minutes de ce webinaire. Et voilà, pendant les 35-40 premières minutes, on va laisser, Anne-Carole faire sa présentation. Donc là, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je te laisse la main, Carole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Anne-Carole Pillard et je suis agent AXA Prévoyance et Patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, je couvre les sujets de protection financière des individus et des entreprises. On va rentrer dans le détail de ce que ça veut dire tout à l'heure. Et je suis pas salariée d'AXA. En fait, je suis en profession libérale. J'ai monté mon entreprise individuelle il y a 3 ans et ça fait 6 ans en tout que je suis entrepreneur comme vous. Donc, les problématiques que vous pouvez traverser au quotidien d'interrogation sur qu'est-ce qui se passe si je suis en arrêt de travail, qu'est-ce qui se passe si je décède, qu'est-ce qui se passe, de quel régime je dépends, etc. Je les ai vécues et je les vis comme vous. Donc, je vais essayer de vous… l'objectif de ce webinaire pour moi, c'est que vous en sortiez sachant. Et que après, en tout cas, l'idée, c'est que vous preniez vos décisions, mais en toute connaissance de cause, et que vous sachiez à quelle sauce vous seriez mangé si, en cas de pépin de la vie, et par rapport au fait d'atteindre des projets, des objectifs selon vos paramètres. Donc, pour avancer, j'ai pas la main, donc en fait, on va jouer en duo avec Nicolas. L'idée de ce séminaire, c'est effectivement de comprendre qu'il est vraiment important de s'assurer, de vérifier qu'on est bien protégé au présent. Et pourquoi? Parce que c'est non seulement protéger le présent, mais aussi sécuriser l'avenir. Donc, vous avez autour de vous, quand vous êtes en position d'entrepreneur, quel que soit le statut que vous avez retenu et quelle que soit votre antériorité, tout un tas de sujets qu'il faut couvrir. On ne va pas tous les couvrir ce matin, mais ça passe par la multirisque professionnelle, donc c'est pour protéger votre activité, ça passe par la santé, pour être bien remboursé quand on a des frais de santé, par la prévoyance, la retraite, et puis l'épargne pour construire ses projets. Donc, l'objectif du séminaire, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Nicolas. Je vais partager avec vous, là, on va avoir 3 gros sujets qu'on va couvrir, qui sont la prévoyance individuelle, la protection financière de votre entreprise et la préparation de la fameuse retraite qui nous met un peu à genoux aujourd'hui. Donc, les objectifs de ce séminaire, c'est que, d'une part, vous compreniez bien votre protection sociale et financière, donc à la fois à titre individuel, c'est-à-dire quelles sont les garanties des régimes obligatoires dont vous dépendez, quelles sont ses limites et comment est-ce qu'on les compense, ces limites, et la protection financière de votre entreprise, comment peut-on sécuriser sa pérennisation, rassurer son ou ses associés quand on en a, et rassurer l'investisseur potentiel ou déjà avéré. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième tourne autour du sujet d'actualité, comme le soulignait Nicolas, qui sont les enjeux de la préparation de la retraite, quelles sont les solutions qu'on peut déployer et en profitant de l'opportunité fiscale qui est vraiment extrêmement conséquente. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va démarrer par la prévoyance. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce bazar et à quoi ça sert? Alors, la prévoyance, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe et comment vous êtes protégé face aux aléas de la vie, c'est-à-dire un accident ou une maladie qui peuvent entraîner incapacité de travail, voire pire, invalidité ou le décès. La prévoyance, ça sert à compenser la perte de revenus que vous subiriez en cas de cet aléa de la vie,
ou en cas de décès par vos proches. C'est souvent confondu avec la santé, hein, la mutuelle, vulgairement parlant, mais en réalité, les garanties qu'on peut avoir en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès relèvent toutes de la prévoyance. Si tu peux dérouler la page suivante, s'il te plaît. Voilà. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a des limites au régime obligatoire dont vous dépendez. Je reviendrai tout à l'heure sur les différents cas de figure, parce que je pense que autour de la table, entre guillemets, on a à la fois des auto-entrepreneurs, des présidents ou des directeurs généraux de SAS ou de SASU et ou des gérants de SARL. Donc, les modalités et comment dire, les approches en termes de régime obligatoire dépendent bien évidemment de ces statuts. Mais d'abord, à titre de comment dire, concret, sur les limites du régime obligatoire en cas d'arrêt de travail. Alors là, j'ai indiqué une ligne de temps. Je la suis avec mon doigt sur l'écran. Ça ne va pas vous aider pour suivre ce que je veux dire, mais en cas d'arrêt de travail, par rapport à votre activité professionnelle normale, le régime obligatoire prend une forme de relais, et je dis bien une forme, parce qu'elle n'est absolument pas complète et vous ne gardez jamais 100% de vos revenus en cas d'arrêt de travail. Il y a toujours une franchise qui est entre 4 et 90 jours suivant le régime obligatoire. Et après, il y a votre régime obligatoire qui prend le relais en vous servant des indemnités journalières qui s'arrêtent. Et là, il y a un certain nombre de choses à garder en tête et à savoir. C'est que d'une part, vous êtes couvert, vous pouvez être couvert par votre régime obligatoire, que ce soit la sécurité sociale ou autre chose, pendant maximum 1 an, donc 365 jours. Et après, si vous avez un arrêt de travail plus long, et ça peut arriver qui dure au-delà de 1 an, tout au-delà de ça, pendant les 2 années complémentaires que peuvent durer un arrêt de travail, c'est-à-dire jusqu'à la fin des 1095e jour, donc au bout de 3 ans, la 2e et la 3e année, vous n'avez absolument aucune couverture, ni de la Sécu, ni d'aucune forme de régime obligatoire, sauf si vous êtes ce qu'on appelle en ALD, c'est-à-dire affection longue durée, donc typiquement un cancer. Donc, la première chose à garder en tête, c'est qu'on se dit toujours, oui, c'est bon, la Sécu ou la sécurité sociale des indépendants ou mon régime obligatoire va me couvrir, quelle que soit la durée de mon arrêt de travail. C'est une idée reçue, mais qui est fausse. Ça s'arrête maximum à 365 jours, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous avez récemment démarré votre activité, c'est-à-dire que vous avez moins d'1 an de cotisation et d'affiliation à votre régime obligatoire, là encore, quel qu'il soit, vous n'avez aucune forme de couverture. Donc, dans votre première année d'activité, si vous avez un pépin, quel qu'il soit, vous n'avez rien au titre de votre régime obligatoire. Il faut avoir cotisé au moins 1 an pour pouvoir prétendre à recevoir ce qu'on appelle des indemnités journalières. Donc ça, c'est déjà les 2 clignotants qui s'allument autour des situations d'arrêt de travail. Là, le deuxième cas de figure, c'est l'invalidité. Donc, c'est la diapositive suivante. Nicolas, merci. Voilà, donc la partie invalidité, alors là, c'est également complexe. D'une part, il y a cette histoire de, effectivement, si j'ai pas cotisé pendant 12 mois et si je cotise pas parce que je me verse pas de salaire, et pas de bras, pas de chocolat, vous n'avez aucune indemnité de la part de votre régime obligatoire, d'une part. Et d'autre part, l'intervention du régime obligatoire, elle, se fait en fonction du pourcentage d'invalidité que vous avez, et on appelle l'invalidité partielle, c'est celle qui commence à partir de 33% d'invalidité. L'invalidité totale à partir de 66% d'invalidité. Donc là, autant dire que là, vous n'avez plus aucune capacité de générer une activité rémunératrice, bien évidemment. Et en fait, selon les régimes obligatoires et selon les dispositions dont vous pouvez naturellement bénéficier, vous avez une rente invalidité ou pas. Et quand vous êtes en invalidité partielle, ce qui est le cas le plus fréquent dans toutes les invalidités qu'on enregistre en France, le niveau de rente qui vous est servie par votre régime obligatoire est extrêmement basse. Et en tout état de cause, si vous avez une invalidité inférieure à 33%, vous n'avez rien du tout de la part de personne. Ça, c'est les limites de la partie concernant l'invalidité partielle ou totale. Et le dernier cas de figure, c'est la diapositive suivante. Merci.
Qu'est-ce qui se passe si on décède? Et bien là, en fait, je vous ai mis une espèce de petite, comment dire, balance d'équilibre. Si vous êtes en couple, bah, les revenus de la famille sont les vôtres et celles de votre conjoint. Et en balance, vous avez des dépenses incompressibles du foyer. Vous voyez qu'il y a l'espèce de petite, le petit cartouche rose pâle à droite de vos revenus aujourd'hui entre les vôtres et ceux de votre conjoint. Vous disparaissez, il n'y a plus que les revenus de votre conjoint. Néanmoins, il y a les dépenses incompressibles du foyer qui sont à absorber, les loyers, les impôts, les factures, les cotisations sociales, etc. Et le capital qui vous est servi en cas de décès, enfin, qui est comment dire, attribué à vos héritiers, est extrêmement faible. Quand on est salarié, aujourd'hui, c'est un capital de 3 476 € qui est versé par la sécurité sociale. Et quand on est au régime de la sécurité sociale des indépendants, l'ancien RSI, c'est encore pire, c'est très précisément 798,40 €. Autant dire que les dépenses qui sont liées à un décès, à démarrer par les obsèques qui coûtent entre 5 et 10 000 €, ne sont absolument pas couvertes par le régime obligatoire quel qu'il soit. Une fois qu'on a dit ça, à la page suivante, s'il te plaît Nicolas, merci. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On met en place ce qu'on appelle sa prévoyance individuelle, et c'est elle qui va vous apporter, en cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières pour compenser la perte de revenus qu'on vient de voir, et donc protéger votre niveau de vie. En cas d'invalidité, la prévoyance individuelle vous apporte une rente qui vous est versée jusqu'au départ à la retraite. Et en cas de décès, les bénéficiaires désignés percevront un capital qui leur permettra de faire face aux dépenses immédiates, les obsèques, les arriérés de dépenses, les cotisations sociales, l'URSSAF, les frais pro, etc. Et ou une rente si vous êtes marié, une rente pour votre conjoint, votre compagnon ou pour vos enfants. C'est ça, c'est ce à quoi va servir votre prévoyance individuelle, et qui va être construite non pas de façon générale, mais qui est nécessairement construite par rapport à vos paramètres, à votre cas particulier, c'est-à-dire, et qui dépend de les revenus dont vous avez besoin, qui dépend des garanties dont vous bénéficiez, donc qui dépend du régime obligatoire auquel vous êtes associé. Et c'est à partir de ça qu'on construit votre prévoyance individuelle pour qu'elle comble à l'euro près les manques éventuels que vous pourriez avoir face à ces différents aléas de la vie. Page suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, alors là, je refais un petit zoom. Je parlais tout à l'heure des différents types de statuts que vous pouvez avoir choisis. Donc, cette diapo, elle est un peu chargée. Mais pourquoi je voulais la remettre en tête, c'est que pourquoi je voulais la remettre ici en exergue, c'est pour vous montrer, en fait, et pour vous redire dans quel cas, vous devez le savoir, mais je préfère simplement le repréciser, dans quelle case vous êtes. Donc, à gauche, dans la partie bleu et vert pâle, vous avez tous les statuts et toutes les professions qui relèvent de ce qu'on appelle les TNS, donc les travailleurs non salariés. Donc, que vous soyez micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est pareil, c'est l'ancienne terminologie. Que vous soyez micro-entrepreneur, en entreprise individuelle, en gérant majoritaire d'une SARL, vous relevez de cette catégorie des travailleurs non salariés. Et donc là, vous dépendez de caisses qui sont différentes selon votre profession. En majorité, vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants. Et en rose, rouge, orange à droite, tous les cas de structures qui sont des SA ou des SAS ou des SASU, que vous soyez président ou directeur général d'une SA ou d'une SAS ou d'une SASU, vous êtes assimilé salarié, c'est-à-dire que vous relevez de la sécurité sociale classique, comme un salarié, comme un employé d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et donc, vous relevez du régime des salariés pour à la fois la maladie, la prévoyance et la retraite. Donc, c'est vraiment deux cas de figure différents et qui impliquent aussi une prise en charge de vos cotisations un peu différentes suivant le statut que vous avez. C'est ce que j'ai indiqué, il me semble, dans la page suivante, avec un peu de chance. Oui, alors,
Et voilà, donc en fait, j'ai repris les deux catégories que je viens de détailler. Donc, l'assimilé salarié, c'est le président de SAS ou son directeur général. C'est également le cas du gérant dans une SARL qui n'est pas associé ou qui est minoritaire ou égalitaire. Donc là, c'est quand quand vous êtes dans ce cas-là et que vous versez une rémunération, et bien là, vous allez vous allez payer des cotisations sociales sur cette rémunération. Et cette cotisation sociale, elle va servir à quoi? Elle va être génératrice de garantie, c'est-à-dire que vous versez une rémunération, vous payez des cotisations sociales, et c'est ça qui vous ouvre des droits pour être couvert en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Donc, c'est important cette histoire de je me verse une rémunération parce que si vous ne vous versez pas de rémunération, eh ben, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de bras, pas de chocolat, vous ne versez pas de rémunération, ça veut dire que vous ne payez pas de cotisation sociale, donc vous n'avez pas de couverture sociale si vous arrive un pépin de la vie. Et donc, dans ces cas-là, bah, tous les individus qui sont dans ce type de configuration mettent en place des garanties individuelles pour compenser le fait qu'il n'en ait pas, c'est-à-dire ça relève de la prévoyance, et puis on verra tout à l'heure la partie retraite, la mutuelle, etc. Dans le cas à droite du travailleur non salarié, donc je répète, c'est le gérant majoritaire d'une SARL ou d'une entreprise individuelle ou les professions libérales, et bien là, de la même manière, en se versant une rémunération, il y a une ouverture à des droits et avec des cotisations sociales qui sont inférieures au cas des salariés, mais qui ouvrent des droits à une protection. Mais comme on a vu tout à l'heure l'exemple du capital d'essai, quand on relève de la sécurité sociale des indépendants, c'est 800 € en gros. Donc on a nécessité de mettre en place une prévoyance individuelle pour couvrir les limites de ce régime. Et la particularité de ces cas de figure, donc gérant de SARL, profession libérale, comme vous êtes travailleur non salarié, vous pouvez déduire de vos charges, donc ça vient en réduction du bénéfice donc de votre entreprise, et donc vous payez moins d'impôts. Tout ce que vous mettez, tout ce que vous payez comme charge pour votre prévoyance, votre mutuelle et votre retraite, on y reviendra, peuvent intervenir en déduction de vos charges et ça rentre dans le cadre qu'on appelle le cadre Madelin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça avait été mis en place par le gouvernement Madelin à l'époque pour compenser le fait que les travailleurs salariés sont mal protégés à la base. Voilà les deux cas de figure auxquels vous pouvez être confrontés. Et la page d'après, voilà, donc j'ai fait un petit focus là sur, donc je ne sais pas combien, et s'il y en a d'ailleurs, mais je pensais que oui, des structures de SAS qui participent à cet atelier. Donc un président de SAS, il a un statut d'assimilé salarié, donc il a une protection sociale, c'est-à-dire des indemnités en cas d'arrêt de travail, une rente à validité, un capital en cas de décès. Mais ces garanties sont sous condition d'un minimum de cotisation, c'est-à-dire que si vous êtes président de SAS, vous ne vous versez pas de rémunération, vous n'avez droit à aucune forme de couverture. D'une part, donc elles sont sous condition, et d'autre part, elles sont plafonnées. Concrètement, je vous ai mis quelques chiffres sur la page d'après pour que vous ayez en tête ce à quoi vous avez droit. Donc typiquement, en cas d'arrêt de travail, alors le calcul, pour que vous compreniez comment ça marche, le revenu de référence, c'est c'est la moyenne des 3 mois précédents. Il y a toujours une franchise de 3 jours, c'est-à-dire que vous avez un arrêt de travail aujourd'hui, la Sécu va prendre le relais, on est le 7 mars, donc à partir du 10 mars, donc toujours une franchise de 3 jours. Et après, le montant maximum qui peut vous être servi, donc des indemnités journalières qui visent à compenser cette perte de revenus, c'est 48 € par jour. Sur la rente invalidité, on a le même type de principe, donc je vous passe la base de calcul, mais c'est maximum 1 714 € par mois. Et le fameux capital en cas de décès, j'ai arrondi, c'est 3 500 €. Voilà concrètement ce à quoi vous attendre si vous êtes dans ce cas de figure, c'est-à-dire président de SAS. Voilà, et donc je ressouligne parce que c'est important de l'avoir en tête. Si vous ne vous rémunérez pas, ça veut dire que vous ne payez pas de cotisation sociale, vous n'aurez donc pas de droit aux prestations sociales et ni ne cumulerez des droits
pour la retraite. Et un point important à avoir en tête, parce que j'entends souvent des présidents de SAS me dire ah ben non mais moi je vais me servir en dividende. Une rémunération qui est faite uniquement de dividendes ne génère aucun droit, aucune couverture sociale, puisqu'on ne cotise pas quand on se verse des dividendes. Ce n'est pas un salaire, donc on ne paye pas de cotisation de charges sociales. Donc vous n'êtes pas couverte et vous n'ouvrez pas vos droits à une protection. D'où l'importance de s'organiser par ailleurs avec cette histoire de prévoyance individuelle qui est là encore construite vraiment de façon spécifique à votre problématique particulière. Voilà pour la prévoyance, il me semble. Oui, la prévoyance individuelle. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou à la fin. Nicolas, tu me dis si… Oui, non, on a quelques questions, mais on les posera pendant un petit temps de questions-réponses à la fin. Ok, parfait. Alors maintenant, donc on part du principe que vous vous êtes organisé, vous êtes structuré, vous avez mis en place votre prévoyance à titre individuel, donc pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les problématiques auxquelles vous pouvez être confronté pour votre entreprise? Il y en a deux ordres. Je ne parle pas du tout là de la responsabilité civile professionnelle. Là, je parle de la protection financière de l'activité de votre entreprise. Il y a deux sujets. Il y en a un qui s'appelle le contrat homme-clé. Alors, je déteste cette terminologie, bien évidemment, mais c'est celle qui est retenue, qui est officielle au BOFIP, au bulletin officiel des impôts. Donc, c'est un contrat personne-clé. C'est pas réservé aux hommes. Et en quoi ça consiste? C'est en fait un élément clé de pérennisation de l'entreprise et c'est aussi une réassurance pour les investisseurs si à un moment vous envisagez de faire rentrer des investisseurs, quelle que soit leur taille, au capital de l'entreprise. À quoi ça sert ce contrat personne clé? C'est ce qui permet à l'entreprise, si la personne qui joue un rôle clé dans la marche de l'entreprise décède ou vient à comment dire, être confronté à une situation d'incapacité de travail ou d'invalidité, ça permet à l'entreprise d'assurer la pérennité du fonctionnement de celle-ci, parce que l'absence de cette personne qui joue un rôle clé va évidemment avoir un impact sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de l'entreprise. Donc, ce contrat personne clé permet de prendre le relais et en fait, ça permet à l'entreprise de disposer du cash, du cash qui va être nécessaire à faire face aux engagements financiers, faciliter la réorganisation de l'entreprise parce qu'on a besoin d'argent pour financer le remplacement de cette personne clé, c'est-à-dire il y a des frais de recrutement, des frais de formation. Donc, si la personne qui joue un rôle clé, ça peut être aussi bien le dirigeant que, j'en sais rien, le CTO, le DAF, c'est aux dirigeants de déterminer quelles sont, et il peut y en avoir plusieurs, des personnes clés dans l'entreprise. Si ce soir, en rentrant, elles ont un accident, elles ne sont plus là demain, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? L'entreprise ne peut pas s'arrêter de travailler et puis il y a des factures à payer. Donc, c'est une réserve de cash qui est rendue disponible par la mise en place de ce contrat personne clé. Et ce sont des contrats qu'on peut mettre en place soit pour des entreprises qui ont déjà plusieurs années d'existence, soit des sociétés qui sont en création ou qui sont nouvellement créées. Et auquel cas, pour construire cette approche, on s'appuie sur les statuts, l'extrait cabis et puis les comptes prévisionnels de la société. Donc, en gros, pour se souvenir de ce que c'est que ce contrat, c'est une sécurité financière, donc c'est du cash qui vous permet de continuer à piloter l'entreprise, même si l'une ou l'autre des personnes clés d'entreprise a un accident qui entraîne son invalidité, son incapacité ou son décès. Ça, c'est pour la partie contrat homme-clé. L'autre, et pardon, pourquoi je dis que c'est une réassurance pour l'investisseur, c'est qu'en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait appel à du cash, que ce soit Friends and Family ou des investisseurs ou des fonds d'investissement, notamment la BPI, elle exige la mise en place de ce contrat homme-clé avant de mettre des billes dans une entreprise. Parce que effectivement, on est investisseur, qu'on mette 100 ou 1 milliard, on a envie de savoir que j'ai mis mon cash, mais même si la personne clé de l'entreprise disparaît,
mon cash, enfin, comment dire, la performance de cet investissement n'est pas remise en cause puisqu'on va pouvoir assurer la transition. Ça, c'est pour le contrat homme-clé. Et le deuxième dispositif, qui est sur la page suivante, c'est un contrat entre associés. Donc ça vous concerne si vous avez 1, 2, 3, X associés au sein de l'entreprise, hein, que ce soit au sein d'une SAS, d'une SARL, peu importe, d'une ESA. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça veut dire, ce contrat entre associés? Ça permet de configurer, de préparer une transmission de parts que vous avez dans la boîte, chacun respectivement, une transmission fluide et qui sera collégialement choisie si l'un des associés décède. Alors, vous avez probablement entendu parler de pacte d'associés. Si vous avez une entreprise avec des associés, vous avez nécessairement écrit un pacte d'associés qui stipule un certain nombre de choses, dont une ou plusieurs clauses qui disent, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si l'un des associés décède. Donc, ce pacte d'associés, il va écrire, par exemple, que si l'associé B décède, eh bien, les héritiers de l'associé B vont proposer leur part préférentiellement à l'associé A pour permettre à l'associé survivant de conserver le contrôle de la société. Donc ça, c'est très bien. Mais le jour où l'associé B décède, eh ben, encore faut-il, pour exécuter ce pacte d'associés, enfin pour le respecter, encore faut-il que l'associé A, le survivant, ait les moyens et le cash nécessaire au moment du décès de son associé pour racheter les parts aux héritiers de l'associé qui vient de décéder. Donc en fait, c'est ça l'objet de ce contrat entre associés, c'est comme un contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est souscrit par chaque associé d'une société. Et en quoi ça consiste? Eh ben, c'est le fait de se dire, aujourd'hui, si je décède, la société vaut 100, chacun des associés a 50. Eh ben, c'est un contrat d'assurance vie qui va servir 50, donc 50 €, admettons, hein, pour l'exercice, qui va servir 50 € à l'associé survivant pour racheter les parts aux héritiers de l'associé décédé. Et quel est l'intérêt de ce contrat? Ben, pour les associés, ça permet le rachat grâce au capital perçu par cette assurance, par ce contrat. Ça permet de racheter aux héritiers de l'associé décédé les parts, donc on ne se pose pas de questions. Oui, effectivement, même s'il y en a un qui décède, de toute façon, j'ai le cash pour, je n'ai pas besoin de revendre ma maison ou de faire un emprunt ou quoi que ce soit. Le cash, il m'est servi immédiatement. Ça a un autre intérêt qui est très important, c'est d'éviter le risque de dilution ou de revente des parts, des parts de l'associé décédé à un tiers, au plus offrant. Et ce qui induit la maîtrise de la détention du capital social de la société, quoi qu'il arrive. Et l'intérêt et les conséquences pour les héritiers de l'associé décédé, c'est que ça permet aux héritiers d'avoir la garantie de vendre rapidement et dans de bonnes conditions les parts sociales héritées, puisque en phase 2, l'associé survivant a le cash pour. Voilà le principe de ce contrat entre associés. C'est très clair, Anne-Carole, merci pour les détails de ces deux contrats. J'avais une question assez intéressante. On m'a demandé, est-ce que le contrat homme-clé et les contrats entre associés peuvent être établis au sein d'une SCI immobilière? Je sais pas si tu as un avis sur ça. C'est une très bonne question à laquelle j'aurais tendance à dire oui, mais comme j'en ai pas la certitude à 100% et que j'ai jamais la vérité ou la réponse sur tout, je vais prendre la question et je trouverai la réponse et je vous le reste après-midi. De toute Oui, manière, on va mettre les emails hein, dans le chat et vous pourrez poser toutes vos questions post-webinaire, ouais, que ce soit à Anne-Carole ou à nous directement. ouais. Merci pour la question. Ça nous rendra plus sachants les uns et les autres. Moi, la première. Merci. Alors, tu peux continuer, Anne-Carole. Alors, la retraite, c'est vraiment le sujet du jour, ça tombe bien, quel enfer. Alors, la retraite, qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? D'abord, ah ben non, mais j'entends pas les gens parce que j'avais envie de vous demander, selon vous, quelle serait la baisse de vos revenus à la retraite? Admettons que vous ayez, quand vous êtes en vie active, vous êtes à 100% de revenus. Le jour où vous basculez à la retraite, à quel niveau de revenus vous passez?
mais je n'ai pas le son ni l'image, donc je ne sais pas si quelqu'un participe à la réponse. Mais grosso modo, et suivant les situations, c'est entre 50 et 70% de perte de revenus, d'accord? Et c'est important d'avoir ça en tête parce que deux choses. La première, c'est que il faut avoir en tête que la période de vie à la retraite, elle est très longue. Hein. C'est suivant votre tranche d'âge et votre sexe, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et en moyenne, on va dire qu'on vit 28 ans. On reste 28 ans en vie après la retraite. Donc, il y a quand même nécessité d'assurer son train de vie pendant ces 28 années, d'autant plus que dans la période de retraite active, c'est-à-dire au début, quand on est encore en forme, etc., le sujet, c'est pas on est en week-end 2 jours par semaine, non, on est en week-end 7 jours par semaine. Donc les incitations et le niveau de dépenses ne baissent pas nécessairement quand on passe à la retraite. Donc ça, c'est la première chose, c'est une période qui dure longtemps. Donc il faut penser à assurer son train de vie de façon pérenne et de façon longue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que plus on s'y prend tôt et plus on s'organise de façon diversifié, et ben mieux on s'en sort. Et qu'est-ce que je veux dire par diversifié? Donc moi, je vais vous parler d'un sujet en particulier qui est le plan d'épargne retraite. Mais ce qui est important avant d'arriver à cette diapo, merci Nicolas, c'est le fait de penser à sa retraite comme à un millefeuille. C'est que plus vous pouvez d'emblée réfléchir aux couches dont sera constitués vos revenus à la retraite, mieux vous vous en portez, parce qu'il y a une couche aujourd'hui qui est très malmenée, hein, c'est celle du régime obligatoire. Et pour ceux d'entre vous autour de la table qui sont dans des tranches d'âge jeunes, bah, je pense qu'il y aura à peu près rien quand dans 30 ans vous partirez à la retraite. Donc cette couche, elle est très malmenée aujourd'hui. Et au-dessus de ça, vous avez différentes façons, différentes strates de constituer des compléments de revenus à la retraite qui passent par, ça peut être des revenus locatifs, hein, quand vous avez eu la chance de pouvoir faire des investissements immobiliers, ça peut être des revenus qui dérivent d'un plan d'assurance vie et des revenus qui dérivent du fameux plan d'épargne retraite dont je vais vous parler tout de suite. Là, c'était pour vous illustrer sur cette diapo-là ce que j'appelle le taux de remplacement, enfin ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire quand vous partez à la retraite et que vous êtes à 100% de revenus quand vous êtes en période active, bah, à quel niveau vous baissez si vous faites rien du tout par ailleurs. Donc, quand je vous disais que c'est entre 30 et 70%, voilà, j'ai illustré avec différents cas de figure, qu'on soit non-cadre, commerçant, cadre, etc. Donc la réalité, si on ne s'organise pas à l'avance, elle est brutale. Parce que perdre entre 30 et 70% de revenus, c'est très brutal quand on est à la retraite. Ça, c'est le constat aujourd'hui. Page suivante, s'il te plaît, Nicolas. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait et par rapport à cette stratégie de millefeuille dont je viens de vous parler, là, on va se focaliser sur la partie plan d'épargne retraite individuelle et qu'est-ce que vous avez à votre main pour pouvoir vous construire une couche de revenus qui soit certaine et garantie. Vous avez à votre main quelque chose qui s'appelle le PER, donc plan d'épargne retraite individuelle, qui a été dessiné comme tel à l'époque du gouvernement Fillon. C'était la loi Pacte en fin 2019. Vous en avez peut-être entendu parler. Précédemment, il y avait un plan d'épargne retraite populaire, donc ça s'appelait le PERP, mais maintenant il n'a plus lieu d'être. Il a été redessiné depuis 2019, donc sous cet acronyme PER. Et en quoi ça consiste? C'est tout simplement un mécanisme où vous épargnez tous les mois, tant que vous êtes en vie active, et vous récupérez le fruit de cette épargne qui aura bien évidemment fructifié tout au long des années d'épargne, de cotisation, et vous récupérez cette épargne sous forme de capital ou sous forme de rente. Une rente, c'est comme un salaire mensuel, si vous voulez, hein, qui vous est servi toute la vie de façon viagère jusqu'à votre décès. Et le principe de ce plan d'épargne retraite, c'est que donc c'est un plan d'épargne retraite par capitalisation, contrairement au système actuel qui est un système de retraite par répartition, hein, ce qui en gros consiste à dire que ce sont les actifs qui payent pour j'allais dire les passifs, enfin qui payent pour les retraités. C'est ça notre système qui malheureusement voit ses limites, d'où la fameuse réforme de la retraite qui est en train actuellement. Donc
En complément de ce régime de retraite par répartition qui est encore là, hein, mais qui va diminuer et voire s'éteindre au fil du temps, le gouvernement incite tous les citoyens français à rentrer dans ce système de retraite par capitalisation. Donc, chacun épargne tout au long de sa vie. Et pour inciter encore plus les citoyens à rentrer dans cette dynamique, le législateur a mis en place un système très incitatif en termes de réduction d'impôts. Et je vais vous montrer tout à l'heure en quoi consistent ces réductions d'impôts. Donc, en fait, le principe est que l'argent que vous mettez, que ce soit, je ne sais pas, 100 € par mois, X, Y, l'argent que vous mettez sur votre plan d'épargne retraite individuel, il est fiscalement déductible. D'accord? Et là, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, les deux catégories auxquelles vous pouvez être associés, soit la catégorie des travailleurs non salariés, donc typiquement voilà, des auto-entrepreneurs, des gérants de SARL, les professions libérales, quelles qu'elles soient, ou alors dans la catégorie des salariés, donc typiquement président, directeur général d'une SAS, et puis tous les salariés, quels qu'ils soient. Il y a des contextes et des cadres qui sont différents en termes de déduction de ces cotisations. Pour les non-salariés, pour lesquels s'applique, tout à l'heure je vous ai dit que les cotisations que vous payez pour la prévoyance, la mutuelle, la retraite sont déductibles fiscalement dans le cadre Madelin. C'est typiquement ça, la retraite, voilà, donc c'est un exemple illustratif. Les versements que vous allez faire sur votre plan d'épargne retraite sont déductibles du bénéfice imposable. Bon, je vous passe les détails, il y a des plafonds, mais qui sont très élevés par rapport à ces typologies de statut. Donc, quand vous êtes en travailleur non salarié avec des contrats Madelin, et pour tout le monde, donc la case de droite, de la même manière, les cotisations que vous allez mettre sur votre plan d'épargne retraite sont déductibles de votre revenu net global jusqu'à un plafond qui est l'équivalent de 10% des revenus nets de l'année d'avant. Je vais prendre un exemple très concret à la page suivante pour vous montrer où vous pouvez trouver notamment cette information. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais en bas de la dernière page de votre déclaration d'impôt, vous avez tout un paragraphe qui s'appelle, donc là j'ai pris une capture d'écran d'un vrai avis d'impôt, hein, et vous avez donc cette terminologie en bas de votre feuille d'impôt qui s'appelle plafond d'épargne retraite et qui vous explique quelque chose qui est incompréhensible voilà, de manière générale, qui vous dit le plafond disponible pour la déduction des cotisations versées en 2022, pour la déclaration des revenus à souscrire en 2023, et de voilà, plafond total, plafond non utilisé pour les revenus 2019, 20, 21, 22, etc. Donc, tout le monde, vous avez ça en bas de votre feuille d'impôt. Et à quoi ça sert? Ça sert à vous indiquer le plafond que vous pouvez utiliser année par année, le plafond de vos investissements sur votre plan d'épargne retraite. Donc là, typiquement, sur cet exemple-là, on a un déclarant, je prends la dernière ligne, là, 16 253 €. Concrètement, ça veut dire que jusqu'à 16 253 € d'investissement sur son plan d'épargne retraite, ce déclarant, cette personne peut bénéficier de réduction d'impôt. Et comment on arrive à ces montants? Donc là, je vous disais que c'est basé, le calcul de ce plafond d'enveloppe de réduction fiscale est basé sur l'équivalent de 10% de vos revenus de l'année N-1. Donc là, en l'occurrence, cette personne, je prends la ligne 2021, ça ne va pas être tout à fait le cas, mais avait gagné probablement 41 140 € l'année 2021. Donc 10% de ces 41 140 €, ça fait 4 114 €. Donc si elle investit jusqu'à 4 114 €, elle pourra déduire de sa déclaration d'impôt, c'est comme si on le déduisait de ses revenus, cette somme-là. D'accord? Et pour savoir quel est le montant de la réduction d'impôt
auquel vous pouvez prétendre. Ça devient très technique, mais en fait, en gros, on prend votre tranche marginale d'imposition qu'on applique au montant que vous mettez sur votre plan d'épargne retraite. Je n'ai pas fait de slide en l'occurrence là-dessus, mais pour prendre un exemple, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le principe des TMI, donc des tranches marginales d'imposition. En France, il y en a 5. Il y a 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'en fait, vos revenus, en fonction du niveau de revenu que vous avez, il est imposé selon ces différents montants. Je vais arrondir pour simplifier mon propos, mais en gros, entre 0 et 10 000 euros de revenus, vous n'êtes pas imposé, vous êtes dans la tranche à 0%. Entre 10 000 et 25 000, vous êtes dans la tranche à 11%. Dans la tranche entre 25 000 et jusqu'à 75 000 euros de revenus, vous êtes dans la tranche à 30%, etc., etc. Jamais sur votre feuille d'impôt, vous allez voir, enfin, jusqu'à présent, ça va changer à partir de cette année. Maintenant, on va le voir à partir de 2023, mais précédemment, vous n'avez jamais vu sur vos feuilles d'impôt 0, 11, 30, 41, 45%. Pourquoi? Vous avez en général un chiffre qui va être, je dis n'importe quoi, 6,8 ou 11,4 ou 3,2. Parce qu'en fait, c'est ce chiffre-là, il dépend du montant de revenu, de votre revenu qui va se situer dans chacune de ces tranches dont je viens de parler. D'accord? Donc, admettons que vous ayez un revenu de, par exemple, 28 000 euros net par an. D'accord? Ça veut dire que vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%. Et donc, si vous mettez, pour calculer ce à quoi vous avez droit en termes de réduction d'impôt, et que vous mettiez 100 euros par mois sur votre plan d'épargne retraite, et bien ce 100 euros par mois, comme vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, je fais 100 euros fois 30% égale 30 euros. Donc, vous déduisez, en fait, vous gagnez 30 euros d'impôt. Donc, vous mettez 100 euros sur votre plan d'épargne retraite, mais vous récupérez 30 euros d'impôt. Donc, en gros, en net, ça vous revient à 70 euros. Alors que le calcul de votre épargne retraite qui va servir à générer une rente ou un capital va être basé sur le 100. Mais au passage, vous aurez fait 30 euros d'économie d'impôt. J'espère que cette explication est claire. Bien évidemment, on peut en revenir en détail dessus, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et plus vous démarrez tôt, plus le facteur, évidemment, multiplicatif, il est important entre ce que vous mettez aujourd'hui et ce que vous récupérerez demain, et surtout avec l'avantage fiscal qui est vraiment très intéressant, quelle que soit la situation, quel que soit votre niveau d'imposition et quelle que soit votre situation individuelle ou en couple. Voilà pour la partie retraite, il me semble. Ah oui, c'était ça. Voilà pour la partie retraite et voilà pour la présentation au sens large. Je vous ai mis dans la présentation qu'on vous enverra après quelques liens d'articles ou de supports qui me paraissent intéressants. Donc quelque chose sur la BPI. Bon, vous avez tous choisi votre statut bien évidemment, mais il y a un article de la BPI qui est bien fait, qui retrace et qui vous redit voilà quels sont vos statuts, quelles sont la protection sociale dont vous bénéficiez. J'ai un lien aussi sur l'optimisation Madelin. Un lien qu'AXA a fait, qui je trouve très bien fait, qui est un simulateur retraite et qui vous permet de simuler justement ces fameuses économies d'impôt dont je viens de parler. Vous rentrez votre revenu et ça va vous sortir en 3 secondes l'économie d'impôt à laquelle vous pouvez prétendre. Et j'ai également mis un lien sur les simulations de revenus pour les salariés entre rémunération, dividendes, etc., qui me paraissent aussi intéressants à consulter le cas échéant. Et j'en profite pour terminer. C'est toujours marrant quand on n'a pas la main parce que je ne me souviens pas à quel slide on va arriver. On en arrive donc à la dernière pour vous dire que bien évidemment je suis à votre disposition s'il y a des questions, celles auxquelles je n'ai pas la réponse tout à l'heure comme celle de la SCI avec le contrat homme-clé ou entre associés, bien évidemment je reviens vers vous très vite. Et s'il y a des sujets que vous voulez
creuser en particulier, quel qu'il soit, que ce soit la partie prévoyance, la partie retraite. Il y a d'autres, comment dire, d'autres sujets que j'ai pas abordé ce matin, mais comme on est un petit peu en avance, j'en profite. Je ne vous ai pas parlé de l'assurance emprunteur, que ce soit à titre pro ou perso. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Lemoine qui est passée l'été dernier en vigueur et qui consiste à dire que à n'importe quel moment de la vie de votre prêt, début, milieu, bref, vous pouvez exercer ce qu'on appelle une délégation d'assurance, c'est-à-dire sortir de l'assurance emprunteur de votre établissement bancaire à n'importe quel moment sans attendre aucune forme de délai que ce soit. Et c'est vraiment, vous avez peut-être entendu parler, enfin vous entendez probablement parler du fameux taux d'usure, hein, qui est le taux maximum auquel les banques peuvent prêter de l'argent à des particuliers ou à des entreprises, qui intègre bien évidemment le taux de l'assurance emprunteur. Et comme les taux d'emprunt ont augmenté, ces taux d'usure, là, depuis quelques mois, sont très problématiques pour un certain nombre de Français qui n'arrivent pas, qui ont un barrage, hein, juste tout simplement, qui n'arrivent pas à emprunter. Et l'une des clés, voire le levier majeur pour arriver sous ce taux d'usure et donc pouvoir déclencher son emprunt, pro ou perso, c'est de faire jouer la concurrence sur la partie assurance emprunteur. Donc, n'hésitez pas à le faire, que ce soit avec AXA ou avec qui que ce soit. Bien évidemment, je préférerais que ce soit avec AXA, mais sachez-le et n'hésitez pas à le faire jouer. La banque n'a pas le droit de vous bloquer en la matière. Et si vous êtes en train de négocier un crédit, très souvent, la banque exerce une forme de pression en vous disant que le taux préférentiel d'emprunt qu'elle vous accorde, auquel vous l'accorde, mais c'est sous réserve de le packager avec l'assurance emprunteur. Donc, vous pouvez dire OK, j'accepte pour sécuriser le bon niveau de taux de crédit et littéralement, vous pouvez faire la délégation 5 minutes après. Voilà. Donc, il faut jouer avec les règles du jeu, mais ça se passe comme ça. Donc, pour dire que en fait, les sujets de prévoyance, retraite, assurance emprunteur, pardon, la santé, qu'elle soit collective si vous avez à déployer une offre de santé collective dans votre entreprise ou individuelle, bien évidemment, c'est des sujets que je serais ravie d'explorer avec vous. Voilà. Super, merci Anne-Carole, c'était très intéressant et très clair. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions à Anne-Carole post-webinaire. Là, vous avez son numéro et son adresse mail sur la dernière slide du PowerPoint. De toute manière, le PowerPoint, je vais vous le partager là vers 13h, enfin 5 minutes avant qu'on arrête. Là, on va se prendre un petit temps pour les questions que j'ai recensées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser maintenant, on aura encore le temps d'y répondre. Et voilà. Donc, j'avais une première question, Anne-Carole, qui était comment prendre sa retraite plus tôt? Donc, je pense que c'est une question un peu globale. Et après, bon, comme vous disiez, Ouais. il y a des mécanismes. Enfin voilà, le plus tôt on s'y prend entre guillemets pour tout ce qui est assurance, etc. et sa retraite, le plus bénéfique ça peut l'être. Et je pense également le plus tôt on peut prendre sa retraite. Je sais pas si ces deux choses sont liées. Voilà, est-ce qu'il y a tu as une réponse à cette question? Comment est-ce qu'on prend sa retraite plus tôt? Alors, je ne sais pas plus tôt que quoi? Plus tôt que l'âge légal? Je ne sais pas quelle est la dimension de la question. Ouais, je pense que c'est plutôt que l'âge légal hein, dans ce. Plutôt que l'âge légal, si vous partez, tout le monde fait ce qu'il veut. Vous pouvez prendre votre retraite avant l'âge légal, sauf que vous n'aurez rien. C'est un peu ça le souci. Même le plan d'épargne retraite individuel, instruit par le législateur, la date à partir de laquelle vous pouvez profiter du fruit de cette épargne que vous aurez fait toute la vie. Le premier curseur, le démarrage, c'est la date de l'âge légal de la retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Là, tout ce dont on discute, c'est de décaler cet âge, ce fichu âge légal à 64 ans. Hein. Mais si vous la prenez plus tôt, vous n'aurez rien du tout. Rien du tout, à part les autres couches que vous aurez pu constituer. Et là, les deux auxquels on peut, comment dire, prétendre, c'est
si vous avez construit des revenus immobiliers, il y a déjà la couche des revenus immobiliers et bien évidemment le relais de l'assurance vie, c'est-à-dire que vous placez de l'argent sur une enveloppe qui s'appelle l'assurance vie, qui a tout un tas d'avantages d'un point de vue successoral, voilà, de transmission de patrimoine, mais pour laquelle vous n'êtes pas bloqué du tout à un certain moment pour en utiliser les fruits. Et donc, vous mettez de l'argent sur votre assurance vie, et ben, vous décidez de faire des rachats programmés, c'est-à-dire que vous avez 100, vous avez décidé de vous en servir, vous faire livrer un tous les mois pendant 100 ans, par exemple, enfin pendant 100 mois plutôt. D'accord. Non, Donc, très si on veut clair. partir plus tôt, il faut s'organiser. Voilà. Ok, super, merci. On a une deuxième question de la part de Catherine. Quand on a 66 ans, question retraite, est-ce qu'il y a encore des choses à tenter? Des choses à tenter. Alors, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, des choses à tenter. Ça dépend si vous êtes Ouais. encore déjà à la retraite ou en cumul emploi-retraite ou pas encore à la retraite. Je ne sais pas quel est le… Euh, ouais. Alors Catherine, c'est Catherine qui avait posé cette question. Si tu peux nous donner plus d'infos sur cette question. Voilà, dans le cas où c'est une personne qui est déjà à la retraite, est-ce qu'il y a des mécanismes un peu, voilà, pour, je sais pas, des choses à tenter. Alors, on peut toujours, même si on est à la retraite, avoir et ouvrir un plan d'épargne retraite. Hein, et là encore, l'intérêt dans ce cas ne serait pas tellement de vous constituer un complément de revenus parce que la période est trop courte, hein, là, pour avoir un coefficient multiplicateur intéressant. L'intérêt dans cette situation-là serait, si vous avez une tranche marginale d'imposition à partir de 30% qui vous permet d'avoir des réductions d'impôts. Voilà. Mais c'est un cas D'accord. particulier à regarder. D'accord. Là, dans ce cas-là, Catherine a répondu, elle est encore en activité à Alors, si elle 66 est ans. encore en activité, bien sûr qu'il y a des, on peut toujours, même à 66 ans, rentrer dans cette démarche de plan d'épargne retraite individuel. Ok, super. N'hésite pas à poser vos questions, voilà, plus détaillées également post-webinaire à Anne-Carole. Alors, on avait une question de la part de You. En tant que micro-entrepreneur, comment organiser le mieux sa prévoyance individuelle? Pardon. Alors, comment organiser au mieux déjà, c'est vachement bien à la base de se dire qu'il faut s'organiser. Donc, bravo, parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas conscients de ça. Donc, ça, c'est déjà une bonne démarche de se dire, ouais, effectivement, il faut que je m'organise. Et comment on l'organise là, ça passe par une analyse individuelle de votre dossier. Donc, moi, c'est ce que je fais au quotidien avec avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un bilan de vos paramètres sociaux en prenant vos garanties actuelles, donc tout dépend de votre revenu, de votre profession, de la classe et du régime obligatoire dont vous relevez, qui vont me permettre de dire, voilà, vous gagnez 100, votre régime obligatoire, si vous êtes en arrêt de travail, il vous apporte 50, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour l'exercice, donc il manque 50 si vous voulez conserver votre revenu quand vous êtes en arrêt de travail. Donc, pour le faire, c'est pas, comment dire, je peux pas vous envoyer quelque chose pour vous dire, voilà, c'est ça qui colle à votre sujet. Non, c'est qu'on part de vos besoins et qu'on construit à partir de toutes les pierres qui sont autour de vous pour identifier précisément à l'euro près le besoin que vous pouvez avoir. Et ça dépend aussi de votre situation matrimoniale. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a un conjoint ou un compagnon ou une compagne? Et quels sont les sujets à couvrir pour votre environnement personnel? D'accord. Question de Sophie. Merci Anne-Carole. Quelle durée a un PER, donc un plan épargne retraite? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Est-ce qu'on peut en faire plusieurs? La réponse est oui. Et quelle durée ça a? La durée, c'est jusqu'à, au plus tôt, vous pouvez l'utiliser au moment de votre départ à la retraite. Enfin, pardon, pour être très précise, au plus tôt, vous pouvez l'utiliser à l'âge légal du départ à la retraite. Donc aujourd'hui,
c'est 62 ans. Ce que j'ai omis de préciser, là encore deux choses, c'est que surtout quand vous rentrez dans cette dynamique-là, il faut vraiment y penser, donc l'argent que vous allez mettre tous les mois pour construire votre retraite, il faut vraiment y penser comme c'est une boîte, une case que j'ai isolée dans ma stratégie patrimoniale, donc dans la stratégie de gestion de mon cash, de mes revenus, de mes liquidités, mais à laquelle je ne vais pas toucher avant le départ à la retraite, puisque c'est ça son objectif. Hein. Son objectif, c'est pas de puiser dedans, mais c'est d'aller constituer les coussins dans mon fameux millefeuille, donc d'aller constituer des coussins de revenus complémentaires. Néanmoins, ce que j'ai omis de mentionner tout à l'heure, c'est qu'il y a des cas de sortie anticipée, donc c'est pas propre à AXA, c'est le législateur qui l'a dessiné comme ça, c'est-à-dire que entre le moment où vous démarrez votre plan d'épargne retraite et là encore l'âge légal, eh bien normalement c'est bloqué, sauf les cas de sortie anticipée, il y en a 5, c'est pas compliqué. Il y en a un qui est le coup de cœur, c'est-à-dire l'achat de ma résidence principale. Donc oui, effectivement, le gouvernement conçoit qu'on puisse avoir besoin de ce cash pour contribuer à nourrir le fameux apport personnel. Et après, il y a aussi des cas de sortie anticipée qui là relèvent de coups durs, donc typiquement liquidation judiciaire si vous êtes en entreprise, cessation des droits au chômage, invalidité deuxième ou troisième catégorie des enfants de l'assuré ou du conjoint. Voilà. Donc ça dure jusqu'à l'âge légal, sauf cas de sortie anticipée. D'accord, non, très clair. Merci Anne-Carole et merci pour ta question, Sophie. On a une petite dernière question, voilà, n'hésitez pas, de toute manière on arrive vers la fin, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions encore. Une question, peut-on parler de complémentaire retraite et voilà, et en quoi ça consiste? Alors, complémentaire retraite, je pense que c'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, le principe, c'est que chacun, de par le régime obligatoire auquel il est affilié, reçoit, enfin aujourd'hui, dans le cas actuel de la législation, s'entend bien évidemment, un complément de retraite, enfin une retraite du fameux régime obligatoire. Et d'ailleurs, je vous incite je le rajouterai le lien, Nicolas, je modifierai la présentation, à vérifier sur un site qui s'appelle assuranceretraite.fr. Ok, vous pouvez vous créer un compte de façon très facile sur ce site. C'est juste avec Assurance retraite, ouais. Je l'ajoute dans le chat, comme ça vous pouvez voir. super. Assuranceretraite.fr, vous créez votre profil juste avec votre numéro de sécu, donc c'est très simple. Et c'est important de se créer son compte là parce que c'est l'occasion pour vous de vérifier que toutes vos activités ayant ouvert un droit et un trimestre de retraite sont bien recensées. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où quand je fais ce panorama retraite avec des clients, on se rend compte j'ai 3 périodes, 3 trimestres qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Donc vous vous connectez là-dessus et donc le complément. Donc ça, c'est ce qui va vous indiquer ce site-là, la retraite du régime obligatoire et de votre complément Agir Carco si vous avez été ou si vous êtes salarié cadre. Mais ça, c'est la retraite de base, on va dire. Et le complément de retraite, c'est justement ce que vous pouvez vous construire, mais vous, à votre main, avec votre décision, votre profil, ce que vous voulez faire, pour quand, etc. Quel montant vous voulez avoir. C'est ça que vous allez construire avec votre plan d'épargne retraite individuel, le fameux PER. D'accord. Super, merci beaucoup pour cette réponse, Anne-Carole. Je pense que ce webinaire touche à sa fin, parce qu'on n'a pas d'autres questions. Donc voilà, de toute manière, toutes les personnes qui ont posé des questions, tout le monde en général, vous pouvez poser éventuelles questions à Anne-Carole post-webinaire. Je pense que bon, c'est pour ça que c'est fait aussi un peu pour que vous vous mettiez en contact. Voilà, merci en tout cas pour cette présentation, c'était très intéressant. Même pour moi, j'en ai beaucoup appris et c'est intéressant de voir un peu tous les mécanismes qu'il y a pour s'assurer et également pour bien préparer sa retraite, etc. Donc merci beaucoup pour tout ça, Anne-Carole. Avec plaisir. Alors, on a, je crois, une autre question. Non, c'est Sophie qui vous remercie également.